Salut, c'est Christophe et aujourd'hui on attaque la sixième session d'apprentissage avec le FreeCodeCamp. On est dans la conception visuelle appliquée de la certification Responsive Web Design. Donc, la dernière fois on a fait à peu près un tiers de ce chapitre et on va continuer aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je mets mon petit Pomodoro à 25 minutes et c'est parti. Alors, la propriété line height d'un paragraphe. Ça permet de régler donc la hauteur de l'interligne. Ok, ajouter le paragraphe donc au tag P et le positionner à 25 pixels. Ok, donc comme d'hab, on fait une petite place. Donc line à 25 pixels. Class. Alors ensuite, ajuster le overstate d'une encre. Donc là, ça s'appelle une pseudo-classe. Donc on a l'encre A, le tag A qui représente un lien, et on le fait suivre de 2 points over. Donc ça, c'est la pseudo-classe. Et donc sur cette pseudo-classe, on peut définir une couleur. Et ce sera la couleur qui va s'afficher lorsqu'on passera la souris sur l'encre. Donc color red. Alors qu'est-ce qu'ils disent? CSS rule A tag à noir. Ajouter une règle pour que le survol en fait de l'angle du lien soit bleu. Donc on va mettre blue. Alors je sais pas si c'est super visible, je vais mettre rouge. On voit que quand on passe le souris sur le lien, ça change. Cool. Donc on veut blue. Alors changer la position relative d'un élément. Oh, oh. Donc chaque élément HTML est traité dans sa propre boîte. C'est ce qu'on appelle le modèle des boîtes CSS. Donc il y a des éléments, des niveaux de blocs qui commencent à chaque nouvelle ligne. Hmm. Et des éléments inline. Bon, lorsqu'on touche à rien, on est dans ce qu'on appelle le normal flow du document qui s'affiche en traitant les éléments tels qu'ils viennent. Maintenant, la position relative d'un élément permet de spécifier où on doit déplacer cet élément relativement à sa position normale dans le positionnement normal de la page. Donc ça dit en généralement un positionnement qui est exprimé en pixels ou en pourcentage ou en unité relative, et on le fait bouger à droite, à gauche, en haut, en bas de X pixels. Donc là, on fait décaler le paragraphe
P de 10 pixels plus bas. Et donc on déplace l'élément, mais ça n'impacte pas les éléments qui sont autour de lui, qui restent eux positionnés comme si l'élément pour lequel on indique une nouvelle position relative est dans sa position normale. Donc ça donne un peu plus de souplesse dans le positionnement des éléments dans l'aspect visuel de la page. Et donc ce positionnement en fait n'a pas d'importance. Et la lecture de la page dans son flow normal doit avoir un sens. Et c'est comme ça qu'on les utilisateurs qui ont des problèmes visuels arrivent à accéder au contenu. Donc, changer la position de l'élément H2 en relatif. Donc on commence par dire position relative. Et ensuite, déplacer de 15 pixels vers le haut. Donc l'élément H2 c'est move me. Et on va le déplacer de 15 pixels vers le haut. Enfin, de 15 pixels depuis le haut plutôt. C'est comme si on poussait depuis le haut. Le reste ne bouge pas. Le H1 ne bouge pas et le P ne bouge pas. Bien. Alors, déplacer un élément positionné relativement avec les CSS offset. Ok. Donc, CSS offset c'est top, bottom, left and right, qui explique au navigateur à quelle distance on doit positionner l'élément relativement comparé à sa position normale dans le flow du document. Ok. Donc maintenant, utiliser le CSS offset pour bouger l'élément H2 de 15 pixels vers la droite et 10 pixels vers le haut. Donc il faut faire attention parce que tout à l'heure, quand on a utilisé top, en fait on s'est déplacé vers le bas. Donc là, ils veulent vers la droite, donc il faut mettre left. Et vers le haut, donc il faut mettre bottom. Alors, loquer un élément à son parent avec la position absolue. Alors, prochaine option pour la propriété position, c'est absolu. On a vu relative, maintenant on va voir absolu. Alors, à la différence de relative, cette fois, l'absolu, ça va retirer l'élément du flow du document. On utilise les mêmes propriétés offset. Position to the parent item. Donc, loquer l'élément qui a l'ID search bar, donc c'est notre formulaire. En haut à droite de la section. En déclarant une position en absolu.
absolue. On lui donne un offset top de 50 pix et right de 50 pix. Alors maintenant, on peut aussi locker un élément au niveau de la fenêtre du navigateur. Donc cette fois-ci, on utilise donc toujours position à fixe. Et non plus, ah oui, fixe au lieu d'absolu. Ok. Et donc fixe, en fait l'élément ne bougera pas lorsqu'on va scroller. Ainsi la navigation de barre et de code. Ok. Changer la position donc de l'élément avec l'ID navbar en mettant en position fixe. Un offset de 0 pixel from the top. Comme ça on le colle en haut. Et même chose pour left. Comme ça on le colle en haut à gauche. Et on remarque qu'il n'y a pas d'impact sur le reste. D'ailleurs le titre est légèrement mangé par le... Et on voit que si on doit scroller, la barre de navigation bouge pas, c'est tout le reste qui bouge. Alors, ok, push element left or right with float property. Donc on va déplacer des éléments à droite ou à gauche avec la propriété float. Alors, on peut aussi définir donc position, on a vu relatif, absolu, fixe, et maintenant on a float. Donc, les éléments qui sont déclarés comme ça sont supprimés du flow normal du document et poussés soit vers la droite, soit vers la gauche du conteneur parent. Et à ça, on associe souvent la propriété width qui spécifie donc la largeur horizontale que peut prendre cet élément. Alors, ça permet de faire, par exemple, 2 colonnes dans un document, et c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, the sectional side element give. Alors, l'id left, on va lui écrire un float left. Donc, on va le coller à gauche à 50%. Donc, ça, c'est ce contenu. Et là, il dit right, on va lui coller un float right. Avec une largeur de 40%. Du coup, les éléments, au lieu d'être les uns sur les autres, sont les uns à côté des autres. Alors, changer la position de superposition d'un élément avec la propriété z-index. Donc un élément qui arrive plus tard dans le flow de la page, par exemple. Donc là, on a 2 éléments, first et second. Second, c'est le carré bleu. First, c'est le carré rouge. Donc, dans l'interprétation de la page, on affiche le carré rouge, on affiche le carré bleu qui vient se coller donc sur le carré rouge si nécessaire. Donc là, on voit que on a positionné seconde en position absolue par rapport à l'élément parent qui est donc
Alors on le voit pas là, mais ça doit être le body de la page. Et on l'a décalé pour pouvoir voir. Sinon ça masquerait complètement le carré rouge. Ok. Ok. Donc, propriété d'Adasex permet de spécifier l'ordre dans lequel les éléments sont empilés les uns sur l'autre. Ça doit être un nombre entier. Et plus la valeur est haute, plus l'élément est positionné haut sur la pile. Ok, donc ajouter un deuxième propriété zIndex à l'élément dont la class name c'est first et associer lui la valeur 2. Donc zIndex et on va voir le carré rouge passer par-dessus. Alors centre un élément horizontalement en utilisant la propriété des marges. Ok. Donc une autre technique pour centrer un document horizontalement, c'est de mettre les marges en valeur auto. Ok. Ça marche avec les images également. Les images en ligne par défaut, mais ça ne peut pas changer les éléments blocs. Ok. Donc, si on va centrer l'élément div en utilisant le margin et on met auto. Ça marche que pour la marge horizontale. Alors, les couleurs complémentaires. Alors ça c'est la théorie des couleurs, un impact sur le design. C'est un large sujet et dans ces challenges, seule la base de cette théorie des couleurs est abordée. Sur un site, la couleur peut attirer l'attention, évoquer une émotion, créer une harmonie visuelle. En utilisant des combinaisons de couleurs, on peut changer le look, l'aspect du site web. Et on peut faire tout ça en cherchant des couleurs dans une palette qui fonctionne avec son contenu. La roue des couleurs est utilisée aussi pour visualiser comment les couleurs se complémentent. C'est un cercle avec des couleurs de brillance voisine. Et les deux couleurs qui sont opposées sur la roue sont appelées couleurs complémentaires. Elles ont des caractéristiques. Elles se combinées ensemble, en fait, elles vont créer une couleur grise. Euh, et ces couleurs complémentaires, placées côte à côte, vont créer un effet visuel vibrant, fort. Alors ça diffère du modèle de couleur RYB qu'on a appris à l'école, dans lequel on parlait de couleurs primaires et couleurs complémentaires. La théorie moderne des couleurs utilise le modèle additif RGB, comme sur les écrans d'ordinateur, et soustractif CMYK, comme pour la peinture. On peut en lire plus en suivant ce lien sur ce sujet complexe.
Ok, on va le garder pour plus tard. Il y a de nombreux outils qui permettent de choisir ses couleurs en ligne, avec des options pour trouver justement la couleur complémentaire. Pour tous les challenges, utiliser la couleur peut avoir un effet très puissant et pour ajouter de l'intérêt visuel à la page. Mais ça ne doit pas être le seul moyen de porter une information importante, parce que les utilisateurs qui ont des problèmes visuels peuvent ne pas en comprendre ce contenu. C'est ce qu'on voit dans le challenge. Donc ça c'est le chapitre qui suivra en fait, c'est l'accessibilité appliquée. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Changer la couleur du fond des classes bleues et jaunes. Ok. Euh, je vais dire un bleu. Ou alors on le fait en hexa, je sais pas. Donc rouge, vert, bleu. Donc si on fait ok, si on fait le complémentaire, ça fait ça. Alors les couleurs tertiaires. Les écrans d'ordinateur et des autres devices, des autres équipements. Euh, ok, créer les différentes couleurs en combinant une certaine quantité de rouge, de vert et de bleu. Euh, c'est ce qu'on appelle le modèle additif RGB qui est utilisé dans la théorie moderne des couleurs. Donc R c'est rouge, G comme green c'est vert, B comme blue c'est bleu. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. En mixant deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire. Par exemple, du vert plus du bleu, ça donne du cyan. Du rouge plus du bleu, ça donne du magenta. Ok. Donc, ces couleurs secondaires sont des couleurs complémentaires de la couleur primaire, qui n'est pas utilisée dans leur création. Ainsi, magenta, qui est le mélange du rouge et du bleu, et un complément du vert. Les couleurs tertiaires sont donc le résultat de la combinaison d'une couleur primaire avec une des couleurs secondaires. Par exemple, rouge et jaune, ça fait du orange. Et pour faire du jaune, on sait que c'est rouge et vert. Ok, il y a différentes méthodes pour sélectionner différentes couleurs qui donnent un résultat harmonieux en termes de design. Euh, on peut utiliser les couleurs tertiaires avec un schéma qu'on appelle alors split complementary. Je ne saurais pas le traduire en français. Ce schéma démarre avec les couleurs de base et ensuite il les assemble avec deux couleurs qui sont adjacents à la couleur complémentaire de la couleur de base.
Ça donne un rendu visuel fort, mais plus subtil que lorsqu'on utilise les couleurs complémentaires, les deux couleurs complémentaires simplement. Donc, on nous demande de changer la propriété background color des classes orange, cyan, raspberry avec leurs couleurs respectives. Ok, on va finir cet exercice. Il y a beaucoup de lectures sur ces derniers exercices. Alors, make sure to use. On va utiliser les codes exe parce que le nom de ces couleurs n'est pas reconnu par les navigateurs. Donc, ok. Donc, orange, orange, cyan, cyan, raspberry, raspberry. Parfait. Et on va arrêter là. On continuera lors de la prochaine vidéo.